Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en présence de Dost, un ami d'enfance qui travaille en tant qu'infirmier libéral depuis plusieurs années et qui va nous raconter son métier. Je vous souhaite un très bon visionnage. Bon, salut Dost. Salut. Comment tu vas aujourd'hui? Bon, ça va, merci. Écoute, merci d'avoir accepté ce petit podcast Je t'en prie. pendant lequel on va parler du métier d'infirmier libéral que tu pratiques, je crois, depuis quelques années. C'est ça. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et surtout expliquer un petit peu ton parcours avant d'arriver à ce métier d'infirmier libéral? Alors moi, j'ai été diplômé en 2017 et j'ai travaillé ensuite directement, après avoir obtenu mon diplôme, en hôpital psychiatrique où j'ai exercé 3 ans en tout. Par la suite, j'ai demandé une disponibilité et je suis parti en société privée à l'HAD où là, j'étais infirmier coordinateur et j'allais déjà chez les gens. Je faisais des VAD, ce qu'on appelle des VAD, des visites à domicile, et j'allais déjà chez les personnes. Je suis resté quelques temps là-bas et puis ensuite, je me suis orienté vers le libéral. Et pour quelle raison tu as choisi d'arrêter l'hôpital pour te consacrer au libéral? Alors le libéral, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis la formation, parce que je trouvais intéressant le concept d'aller chez les gens directement, leur prodiguer des soins. Et on crée forcément un lien qui est complètement différent avec eux que le lien qu'on peut créer en hôpital. Donc tu dirais que ces deux métiers, entre infirmier à l'hôpital et libéral, sont radicalement différents ou ils présentent quand même des similitudes importantes? Alors, ils présentent des similitudes au niveau des soins, parce que les soins, c'est les mêmes, mais c'est quand même très différent. Ouais. Tu arriveras à décrire un petit peu une journée type pour des gens qui n'ont pas de connaissances sur ce métier? Alors, il faut savoir que dans ta patientèle, tu as un certain nombre de patients réguliers que tu vas voir soit tous les jours, soit tous les 2 jours, en fonction de la prescription médicale. Ça peut être des gens par exemple diabétiques, des gens qui ont besoin de soins de confort, ça peut être des personnes que tu dois aider pour la prise des traitements par exemple. Donc ces gens-là, tu vas les voir tous les jours. Et ensuite viennent se greffer à ces patients-là des patients ponctuels, par exemple pour une prise de sang ou un pansement à la suite d'une coupure ou ce genre de choses. Voilà. Donc les tournées sont souvent différentes, mais il y a un noyau de patients qui est le même chaque jour. Ok. Tu parles de patientèle. Quand tu viens de l'hôpital et que tu n'as a priori pas de patientèle, comment tu fais pour te la construire ou pour t'en créer une? Alors, à ma connaissance, il y a peu d'infirmiers libéraux qui s'installent vraiment en partant de zéro, parce qu'il faut quand même, comme tu dis, le temps de te créer ta patientèle. Donc pour ça, il faut déposer des cartes de visite basiquement en pharmacie ou chez les médecins. Il faut te faire connaître, comme dans n'importe quelle entreprise. Donc il y a un petit peu de prospection à faire. Mais je pense que la plupart du temps, les gens rachètent une patientèle préexistante en fait. Ok. Ça se rachète, ça se vend. Voilà, c'est un fonds de commerce en fait, comme je te dis, comme dans n'importe quelle entreprise. Ok, très clair. Est-ce que d'après toi, la formation donc en école d'infirmier, d'infirmière, te prépare bien justement à ce métier d'infirmier libéral? Alors tu apprends le métier, tu apprends les soins, tu apprends ce genre de choses, mais clairement ça va pas t'apprendre l'administratif, savoir t'orienter sur la route, savoir organiser une tournée, tout ça tu l'apprends pas à l'école. Non. D'accord. Est-ce Tu que d'après l'apprends toi, sur le tas. est-ce que selon toi, il y a quelque chose à apporter en plus dans cette formation justement pour mieux former, tu vois, les futurs infirmiers libéraux? Je sais pas, un cours à intégrer ou qu'est-ce que tu changerais? Oui, je pense faudrait introduire un cours sur l'administratif, parce que c'est une part très 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 importante du métier, qui prend énormément de temps, et ça s'apprend forcément quand tu débutes, quand tu commences de zéro. Savoir quel papier tu dois rendre, contacter l'URSSAF pour t'installer, l'INPI, savoir quel interlocuteur choisir, savoir trouver un comptable, savoir tout ça, c'est des choses que tu dois apprendre et pour lesquelles on n'est pas préparé à l'école en tout cas. Donc il devrait y avoir au minimum une sensibilisation. Je pense, mais même au-delà du simple métier d'infirmier, moi je pense qu'à l'école, de manière générale, il devrait y avoir des cours qui t'apprennent par exemple à remplir une déclaration d'impôt. Voilà, parce que ça, de toute façon, tu es obligé de le faire. On ne te l'apprend pas à l'école. Voilà, moi, je pense que c'est des choses qui mériteraient d'être, en tout cas, survolées à l'école. Ouais. Ça devrait être le cas dans pas mal de formations finalement, Voilà. parce qu'on est tous concernés par dès le certaines collège, problématiques. moi, je pense que dès le collège, on devrait t'apprendre à remplir une déclaration d'impôt. C'est clair. Ouais, ça doit être partagé par pas mal de gens, je pense. Ouais, je pense, ouais. Quand tu vois à quel point c'est galère et tu passes beaucoup de temps dessus, c'est vraiment compliqué. Et, ouais. Ouais. Je me demandais, le lien que tu crées avec les patients, est-ce que ça se limite à du bonjour, merci, au revoir, ou est-ce que tu arrives à créer quand même une relation un peu plus profonde
avec certains patients au quotidien dans le cadre de ce métier? Alors ça dépend des gens, je veux dire ça dépend des gens. Il y a des gens que tu peux les voir tous les jours, 365 jours par an, et ça va être bonjour monsieur, au revoir. Tu fais le soin, voilà, c'est vraiment très carré, c'est le soignant et puis le patient. Et puis il y a des gens, fatalement, tu les vois tout le temps, tu vas chez eux, ils te laissent pénétrer dans l'intimité. Voilà, tu crées de la sympathie et puis bien souvent, tu es un peu plus qu'un infirmier pour eux, quoi. Et tu dirais justement que est-ce qu'il y a une valeur à avoir, tu penses, humainement, pour être plus à l'aise dans ce métier Bien sûr, oui. Faut, oui, oui, être doté d'empathie et puis oui, avoir un aspect humain, être capable de prodiguer les soins de manière la plus humaine, savoir se mettre à la place de la personne qu'on a en face de nous, comprendre ses besoins, comprendre ses difficultés au travers de sa pathologie, ça c'est oui, c'est primordial. Ok. Et toi, dans ton quotidien, donc à travers ce métier, est-ce que il y a un type de situation qui te rend satisfait, qui te rend voilà, fier? Est-ce qu'à un moment, tu t'es déjà dit, voilà, c'est pour ça que je fais ce métier et j'en suis très heureux? Non. Ouais, une situation qui me qui me satisfait. Oui, quand on arrive à lever certains doutes que peuvent avoir les patients sur leur maladie, ouais. Quand ils ont des questions, qu'on arrive à leur apporter des réponses, à les rassurer un petit peu, ouais, c'est gratifiant. Parce que tu apportes quand même un véritable accompagnement Ouais. pour les patients réguliers. Est-ce qu'ils te le font savoir? Est-ce qu'ils te remercient entre guillemets? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'installe, tu vois, Ouais, de ouais. durable? Bien sûr, je vais prendre un exemple. Comme tu dois le savoir, te douter, les médecins souvent manquent de temps. Mhm. Et voilà, les personnes, parfois, ça peut arriver qu'ils reçoivent un diagnostic, par exemple de diabète, hein, pour te donner un exemple. Et le médecin va expliquer un petit peu ce qu'il y a à faire et ne pas faire au patient, mais c'est vrai que parfois, ça peut être un petit peu, je ne vais pas dire bâclé, mais fait un petit peu à la va-vite parce que le médecin, je ne les blâme pas, il manque de temps forcément. Donc nous, quand on arrive à domicile, qu'on est capable de les rassurer, leur expliquer comment ça va se passer, ça c'est gratifiant. Ok, c'est clair. Est-ce que tu arrives à identifier des émotions qui reviennent fréquemment dans une journée de travail, tu vois, qui seraient influencées par ton quotidien, par certaines actions que tu as? C'est quoi les émotions qui reviennent vraiment souvent? Alors, quand tu arrives chez les gens, il y a quand même beaucoup de gens que tu es content de voir, hein, de toute façon. Moi, les tournées que j'ai en ce moment, les gens sont tous très gentils. Donc, quand tu arrives chez eux, tu es content de les retrouver finalement. Après plusieurs jours de repos, ça c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Mais sinon, la plupart du temps, on est quand même seul sur la route. Donc voilà, il y a parfois un petit peu de sentiment de solitude, un petit peu de stress aussi, parce qu'on travaille beaucoup contre la montre finalement. Mhm. Quand on a beaucoup de gens à voir, voilà, on essaye autant que faire se peut de respecter certains horaires. Donc voilà, il y a quand même pas mal de stress. Ouais. Ok. Et est-ce qu'une situation t'a déjà voilà, vraiment choqué ou marqué? Oui, un décès, hein. Un Quand on décès. retrouve les gens décédés chez eux, ouais. J'ai retrouvé une personne décédée chez lui, un vieux monsieur, voilà, dans des conditions qui n'étaient pas. Il faisait chaud, voilà, il y avait, je vais te passer les détails, mais il y avait des mouches, il y avait, voilà, c'est. Et comment tu réagis par Parfois, rapport à ce type, enfin, tu vois, quand ça t'arrive pour la première fois, comment tu réagis face à cette situation? Bon, forcément, hein, t'es un peu, ça marque. Forcément, t'es un petit peu, je vais pas dire choqué parce que bon, on sait ce que c'est, hein, on en a déjà vu. Mais bon, c'est vrai que dans des conditions comme ça, c'est un peu plus choquant. Et t'improvises parce que encore une fois, c'est quelque chose qu'on t'apprend pas à l'école, hein. Quand tu es infirmier libéral et que tu tombes sur quelqu'un de décédé, qu'est-ce que tu dois faire? T'improvises. Et C'est une question de bon sens principalement, voilà, garder son calme et puis entamer un processus. Voilà, il faut connaître le parcours après décès. Donc, tu sais que un décès doit être validé par un médecin. Nous, on n'est pas capable de, enfin, notre métier ne nous permet pas de dire si une personne est décédée ou pas, en fait. D'accord. Tu le vois clairement, hein. La personne, elle est raide, mais tu n'es pas habilité à dire que la personne est décédée. C'est un médecin qui doit venir et constater le décès et remplir le certificat de décès. D'accord. Donc, on appelle le médecin vient. Ensuite, on appelle la gendarmerie, qu'il faut appeler en premier d'ailleurs. La gendarmerie doit venir tout de suite pour qu'il y ait un minimum de travail d'enquête, hein. De toute façon, il y a un décès, donc on est la dernière personne à l'avoir vu. En plus, j'étais la dernière personne à l'avoir vu vivante, donc, parce que je l'avais vu la veille, le monsieur. Donc voilà, il faut quand même qu'il s'assure que le monsieur n'a pas été assassiné ou quelque chose comme ça. Et ensuite, appeler les pompes funèbres. Voilà, donc il faut savoir tout ça. Garder son sang-froid. Voilà, garder son sang-froid. Il ne peut pas arriver, voir que la personne elle est décédée, puis partir et appeler le médecin, son médecin traitant sur la route. En fait, monsieur Intel, il est décédé, il est chez lui, quoi. Ça serait un peu une fuite face à des responsabilités. Voilà, c'est ça. Donc, faut avoir la tête sur les épaules dans ces cas-là. Ouais.
Je me demandais aussi si, tu sais, avec l'arrivée des technologies dans certains métiers de façon massive, je pense par exemple à l'intelligence artificielle, comment tu vois ton métier dans 20 ans, 30 ans? Est-ce que tu penses que ces technologies vont révolutionner ce métier? Dans quelle mesure? Révolutionner à court terme, non, parce qu'on y aura forcément besoin de nous. Mais améliorer en tout cas la qualité de prise en charge des patients, ouais, sûr, parce que de toute façon la médecine elle évolue, les dispositifs médicaux évoluent. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant qu'on n'est plus obligé de faire maintenant, comme par exemple piquer les doigts des personnes diabétiques, il y a maintenant des nouveaux dispositifs qui font que sans fil on a un petit capteur et puis on est capable de déterminer leur niveau de sucre sans avoir à leur piquer le bout du doigt. Donc ça, c'est une avancée majeure par exemple, dans le domaine du diabète. Avec un bon niveau de fiabilité? Voilà, très bon niveau de fiabilité. Il y a des pompes à insuline aussi qui existent maintenant. Mhm. Pareil, on avait avant, on a encore beaucoup ça, des stylos à insuline, D'accord. sur lesquels on adapte une petite aiguille. Et tous les jours, les gens doivent être piqués avec leur stylo d'insuline. Donc bon, même si c'est pas très douloureux, se faire piquer tous les jours, c'est un peu lourd à force. Donc maintenant, il y a des pompes qui existent, qui sont commandées à distance avec un petit boîtier. Donc voilà, il y a quand même pas mal de dispositifs qui évoluent dans le bon sens pour améliorer la qualité de prise en charge des patients. Ok. Et Même au domicile, voilà. et peut-être, à brève échéance, automatiser certaines tâches administratives récurrentes de Voilà, façon à ouais, gagner du après, temps, à être plus efficient. ouais, il y a déjà des très bons logiciels qui existent, voilà, qui permettent ça. Voilà, après, à voir s'ils peuvent les améliorer, tout ça. Oui, de toute façon, ça sera amélioré. Ouais. Si là, je te dis, je te donne une baguette magique et tu as un super pouvoir pour changer une seule chose dans ton quotidien de façon à l'améliorer, ça serait laquelle? Pouvoir voler. Pouvoir voler. Voilà, me déplacer d'un patient à l'autre sans embouteillage, sans feu rouge, voilà, Ok. directement à vol d'oiseau. Donc te transformer en oiseau. Voilà, c'est ça. Ça serait quel oiseau? Un aigle, Pas mal. c'est stylé. Tu aurais moins besoin de lunettes parce que je crois qu'ils ont une très bonne vue. Voilà, je pourrais me débarrasser de mes carreaux. Non, super, super intéressant. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un conseil à donner pour des personnes, parce que j'imagine que ça doit arriver assez régulièrement, qui aimeraient se lancer en tant qu'infirmier libéral, mais qui n'osent pas par appréhension de certaines choses? Alors il faut essayer, on a la chance de pouvoir exercer en tant que remplaçant, c'est d'ailleurs ce que je fais moi. Alors on est à notre compte, hein, on est infirmier libéral à notre compte, mais on n'est pas rattaché à un cabinet, on n'est pas titulaire d'un cabinet. On a des contrats avec des cabinets et on remplace en fait les soignants de ce cabinet. Ok. Donc il y a des rétrocessions, un système de rétrocession à la fin, ils gardent un petit pourcentage pour contribuer aux frais du cabinet, ce genre de choses. Mais comment dire, on n'est pas bloqué. Parce que demain, un infirmier libéral installé titulaire de son cabinet ne peut pas s'en aller du jour au lendemain. D'accord. Il est obligé d'assurer une continuité de soins envers ses patients, ce qui est logique d'ailleurs, et il doit trouver un remplaçant avant de pouvoir s'en aller. En tant que remplaçant, on n'a pas ce problème-là. On termine notre contrat, si ça ne nous convient pas, on arrête. Voilà. Donc c'est des contrats, souvent, on peut savoir avec la personne du cabinet, mais on peut se mettre un contrat d'un mois. On travaille, on remplace pendant un mois. Si on voit que ça ne nous plaît pas, on arrête, on retourne à l'hôpital. Voilà, surtout qu'en plus, on peut demander une disponibilité. Si on est titulaire de la fonction publique en hôpital, on peut juste demander une disponibilité. On fait notre remplacement d'un mois, ça ne nous plaît pas, on peut retourner à l'hôpital toujours titulaire. Okay. Donc on a quand même une certaine sécurité et puis on ne se lance pas comme ça et puis on est perdu. Voilà, non, donc il faut essayer. Finalement, il y a un peu une partie presque entrepreneuriale, tu penses, qui est associée à cette fonction? Ah bah c'est une entreprise, hein, de toute façon. Un cabinet, c'est une entreprise. Hein. Voilà, c'est une patientèle, c'est une entreprise. On dit patientèle parce que c'est des patients, mais c'est une clientèle, hein, de toute façon. Ça marche. Alors moi, j'y connais pas grand-chose, mais de mon point de vue, j'ai l'impression que le métier d'infirmier au sens large est assez peu valorisé en France, notamment avec des niveaux de rémunération plutôt faibles, étant donné les responsabilités et le caractère quand même essentiel, tu vois, pour la société. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu partages ce sentiment? Tu vois, par exemple, le métier d'infirmier au Luxembourg, en Suisse, au Canada, dans les pays anglo-saxons, est bien mieux payé, et mieux vu même par la société d'une façon générale. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu partages ça Alors oui, c'est sûr qu'en France, on est un des pays qui ne rémunère pas forcément le mieux les soignants, mais je pense que de toute façon, il y a pas mal de milieux dans lesquels c'est le cas. Hein. Il y a pas mal de professions qui sont indispensables et qui sont peu rémunérées. Je vais penser par exemple aux éboueurs. Ils sont indispensables à la société. S'ils ne travaillent plus, vous allez vite le savoir. Et pourtant, ils n'ont pas des rémunérations folles.
Voilà, il y a beaucoup de métiers comme ça. Et je pense que c'est pas propre à notre profession. C'est le cas pour notre profession, mais c'est pas propre à notre profession. Mhm. Question très bête, mais vous faites partie de la fonction publique? Non. Non? En libéral, non. En libéral, non. On est travailleurs indépendants. Ok. Donc par contre, les infirmiers qui travaillent en hôpitaux font partie de la fonction publique. Voilà. Finalement, c'est peut-être propre à certains métiers de la fonction publique qui ne sont pas. Alors, s'ils travaillent en clinique, c'est pas la fonction publique, c'est du privé. C'est du privé. Ouais. Ok. Très clair. Bah, écoute, je te remercie, hein, ça m'a fait plaisir, j'y vois un peu plus clair. Je t'en prie, avec plaisir. Très bonne continuation et puis à la prochaine. Hein. Eh ben, merci toi aussi, bonne continuation pour ta chaîne. Merci Dust. Et puis abonnez-vous. Hein.